Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un enfant de Toulouse, la ville rose que vous avez quittée pour vivre une autre vie haute en couleurs, en particulier grâce à un film en noir et blanc qui vous a inspiré une chanson sur laquelle les nouvelles générations continuent à danser tous les soirs. Bonjour Jean-Pierre Madère. Bonjour Jacques. Alors, vous publiez vos souvenirs, on connaît ma chanson chez Priva, un livre plein d'anecdotes qui va servir pour les liens des clés d'une vie aujourd'hui, pour nos 4 clés, nos 4 dates clés, puisque c'est le principe de l'émission que vous connaissez bien. Absolument. Alors, ce livre donc permet de raconter vos souvenirs, mais dans ces livres, j'ai trouvé une date importante, c'est le 25 juin 1967. Écoutez. Cette chanson des Beatles, pour vous, c'est une révélation. Il faut savoir que c'est le jour où on lance la Mondovision. Je crois que c'est la première émission. Exactement. Nous, on venait d'avoir avec mes parents la télévision en noir et blanc. Et tout d'un coup, je regarde cette émission en Mondovision. Il y a même les Rolling Stones qui font les chœurs. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que quelque chose vient de m'arriver d'important dans mon adolescence qui se crée. Et c'est l'Angleterre, les cheveux longs, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon d'entendre aussi la radio, des chansons, et c'est la pop musique. Il se trouve que cette chanson, All You Need Is Love, mon anglais est très mauvais, excusez-moi. C'est bien quand même, All You Need Is Love. Ouais. Il se trouve que cette chanson a été commandée par la BBC aux Beatles comme un message de paix. C'est formidable. Aujourd'hui, je crois qu'on en aurait bien besoin d'avoir comme ça des artistes à qui on pourrait passer ce genre de commande. Mais c'est vrai que c'était le but de rallier la planète entière autour d'un hymne. Et pour les musiciens qui nous écoutent, cette chanson est drôlement fichue parce qu'il y a du 4/4 et du 3 temps comme la valse. Et les Beatles, c'était les experts, en fait, en mélangeant les mesures. Et elle commence par la Marseillaise. Elle commence par la Marseillaise, qui pour eux était l'hymne un peu, quand ils venaient à Paris, des souvenirs de l'Olympia, avec Sylvie Vartan. Exactement. Alors, il se trouve que les Beatles, pour vous, c'est un point de départ, mais surtout, le premier point de départ, Jean-Pierre Madère, c'est un petit électrophone bleu que vous a offert votre maman. Exactement, c'est à la Noël 68. Je m'en souviens parce que la Noël d'avant, c'est vrai que les Noëls c'était important parce qu'il y avait moins de cadeaux qu'aujourd'hui. Et j'avais reçu tous les Black et Mortimer, d'Edgar P. Jacobs, Le Mystère de la Grande Pyramide, L'Ombre Jaune. Et j'avais passé 15 jours, incroyable. Et l'année d'après, le miracle arrive, l'électrophone bleu, avec Hey Jude, une autre chanson des Beatles. Et toute la semaine, j'écoute ça. Paris, à ce moment-là, un Paris Match, je m'en souviens, avec un spécial Beatles que ma mère m'offre. Et là, je vois ces 4 garçons dans le vent avec ses cheveux longs, Ringo, Paul, George, 4 copains qui font de la musique ensemble. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça peut être une des clés de ma vie, trouver des copains au lycée et pourquoi pas un jour faire de la musique. Il se trouve que Hey Jude a une particularité, elle dure 7 minutes 11 et le manager des Beatles ne voulait pas que cette chanson soit enregistrée en disant elle passera jamais à la radio. Et oui, c'est ça qui est génial, c'est la magie de tous ces gros tubes. On se dit ça marchera jamais, mais il faut dire que cet Adlib, parce que ça dure tellement longtemps à la fin, ça résume toute la pop musique et je crois qu'on vit tous sur ce single à l'heure actuelle, quoi qu'il arrive. Alors il se trouve, Jean-Pierre Madère, que vous êtes dans la musique, mais dans votre famille, il n'y avait pas de musicien au départ. Non, c'est juste un rêve d'adolescent d'appartenir à une bande, essayer de se trouver des copains à l'école, c'est appartenir à quelque chose de... J'avais des parents un peu âgés aussi, qui comprenaient pas trop ce que je faisais, qui était adorable. Maman était infirmière, papa était hôtelier, il partait souvent, il faisait ce qu'on appelait à l'époque les saisons. Et là, l'envie d'être avec des copains, j'ai été fils unique aussi, peut-être ça jouait là-dedans. Et j'étais dans un collège à la Côte-Pavée à Saint-Joseph, chez les Jésuites. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que j'ai cette éducation. Et j'ai beaucoup aimé. Et dans la cour de récréation, un certain Daniel et un certain Patrick. On va en reparler. On va reparler, jouer un peu de musique. Et c'est avec cette bande que je vais refaire ma vie. Alors, je précise que ce lycée Saint-Joseph où vous êtes allé, il y a quand même 2 élèves célèbres. Clément Adair, pionnier de l'aviation. Oui, exact. Et Jean-Luc Reichmann. Et Reichmann qui était là-bas, qui est devenu The Voice. Alors, votre enfance, Jean-Pierre Madère, c'est aussi Toulouse, un quartier tranquille, métissé près de la place du Salin. Oui.
Ah, j'adorais parce que j'allais voir les gens jouer aux boules. C'est vrai que Toulouse a été une ville qui a reçu les premiers réfugiés espagnols du franquisme, et c'était un quartier comme ça mélangé où les gens, voilà, ça jouait. Il y avait beaucoup de pétanque puisqu'il y avait cette place du Salin, c'était le lieu de. Et moi, tous les soirs, j'avais la permission d'aller faire un petit tour et je regardais ces gens et je jouais avec eux derrière à la pétanque. Et c'était formidable parce que on sentait pas évidemment la ville changer. Et en tout cas, moi, j'ai été élevé par la concierge qui était espagnole et ça m'a donné une ouverture d'esprit que peut-être j'aurais jamais eue si j'avais été dans un autre milieu. Et le fait d'habiter dans ce quartier populaire, un peu chic quand même, mais avec des gens un peu bigarrés, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit que j'ai toujours gardée en mémoire. Et vous avez également été un bon élève à l'école, je crois, il n'y a aucun problème en français comme en maths. Oui, j'adorais. Alors le français, ça a été une découverte parce que quand on lit les grands classiques, si on veut bien se donner la peine, et là je passe je sais qu'il y a un stagiaire, il faut vraiment, quand j'ai lu Balzac, La Chartreuse de Parme, Victor Hugo, mais tout d'un coup ça sonne, n'importe quel rappeur peut prendre Victor Hugo, et il fait un morceau dans la journée tellement c'est fort. Et donc tout d'un coup j'ai découvert la littérature française à l'école, puisque chez moi on ne lisait pas. Et les maths, ça a été un truc inné chez moi. J'adore les maths. Et j'aurais pu d'ailleurs faire une grande carrière dans les maths si la musique m'était pas tombée dessus. Alors, il se trouve que la littérature, votre livre préféré, Jean-Pierre Madère, je crois que ce sont les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est incroyable. Parce que je le relis tous les 10 ans. Et je l'ai relu il y a pas longtemps au Maroc. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. Parce que je me dis, le talent, c'est ça. Enfin, le génie. Parce que voilà, tout d'un coup, cette femme, elle raconte cette histoire de cet empereur, un peu comme ça, qui veut prêcher dans ce Rome sanglant, une sorte de paix, comme ça. Et c'est pour tous les hommes politiques, je trouve que c'est un livre, si on devrait leur conseiller à donner, lisez ce livre de Marguerite Yourcenar. Il faut savoir que Marguerite Yourcenar, grâce à Jean d'Ormesson, est devenue la première femme élue à l'Académie française. Exactement. Et elle avait une particularité, lorsqu'un journaliste écrivait sur elle, elle renvoyait un petit mot avec les corrections en français des mots qui ne lui convenaient pas, à l'encre verte. Et nous sommes quelques journalistes à avoir des souvenirs de Marguerite Yourcenar. Et vous en avez personnellement? J'en ai, oui. Oh là là. Avec simplement 2 fautes dans mon article, elle trouvait que c'était très bien parce qu'il y en avait beaucoup plus ailleurs. C'est 1820 de faute. Et puis alors, il y a eu aussi une période, il y a eu la bande dessinée, effectivement, oui, avec Black et Mortimer et Tintin aussi. Ah oui, ça c'est des souvenirs incroyables, parce que la première fois qu'on lit Tintin, maman partait en cure à l'état asthmatique aux Aubonnes, qui était du côté de Pau, et il y avait une petite bibliothèque qui louait les livres. Un jour, voilà, j'ai vu Tintin, et le premier que j'ai lu, c'était L'Oreille cassée. Oui. Et là, c'est formidable parce qu'on rentre dans un univers de lignes claires, et plus tard, ça va me suivre parce que j'irai beaucoup en Belgique travailler, faire de la musique, et je rencontrerai Edgar P. Jacobs, je rencontrerai beaucoup de monde. Et cette bande dessinée, cette ligne claire, ça m'a toujours parlé. Et c'est marrant, moi qui vais beaucoup à Biarritz, je vois souvent le repreneur de Black et Mortimer qui s'appelle Floch. Oui. Et on discute ensemble pas mal. Et c'est vrai que ces gens, quand même, voilà, ils m'ont beaucoup amené dans l'imaginaire. Il se trouve que Edgar Pierre Jacobs, oui, avant d'être dessinateur et de travailler avec Hergé, il a été chanteur d'opéra. Exactement, à Lille. Il était baryton. Oui, bravo. Et il a mené la revue à Lille avec Mistinguett dans les années 30. Ça, je savais pas. Il a été un des boys de Mistinguett. Parce que c'est un gabarit particulier. Hein. Exactement. Et puis, il y avait aussi une autre forme de loisir que vous pratiquiez le soir à la maison. Thierry Lafronde, oh là là. Ben oui, ça c'était le dimanche à la télévision. C'était formidable parce que Jean-Claude Rowe, ça me faisait rêver. Et à un moment, d'ailleurs, dès que j'avais les cheveux longs, on me disait, tiens, tu ressembles à Thierry Lafronde. Ah bon? Oui, c'était drôle. Alors, ce qui est curieux, c'est que Jean-Claude Roux a tourné un nombre record de rôles pour la télévision, et la seule chose dont on lui parle, c'est Thierry Lafronde. Ben oui, parce que c'était magique. Il était génial dans son rôle, sorte de Robin des Bois, un peu 2.0. Et sa fiancée, Isabelle, dans le feuilleton, c'est joli. C'est la mère de Zabou. Ah d'accord, ok, exact, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est la grande famille du spectacle. Oui. Et puis il y avait aussi le petit train de la mémoire, que peu de gens se ce connaissent. Rébus là, oui. Un petit train avec un rébus. Et surtout la musique. Oui, qui était formidable. Qui était formidable, cette musique, avec une guitare un peu à la Shadows.
Je ne sais plus comment ça s'appelle. Exactement. Et alors, il se trouve que ce petit train était fait dans le salon du producteur. Il avait mis sur un meuble un petit train et il tournait avec une petite caméra. Méliès. Et puis, il y a aussi, vous êtes tombé amoureux comme tout le monde de Diana Rigg dans Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, ça a été mon premier fantasme, on va dire sexuel, on peut le dire quand même à la radio. Oh oui, on ça. peut tout dire sur radio, on Parce parle que vrai. franchement, c'est la première fois de voir cette belle brune, comme ça, avec ses pantalons en cuir. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça que je veux. Et puis finalement, l'amour de la littérature et des classiques vous a permis de comprendre la mécanique des phrases, ce qui vous a été utile ensuite dans la chanson, Jean-Pierre Madère. Oh, sûrement, parce que, oui, je pense qu'il y a une métrique. Je pense que oui, il y a une métrique qui est tirée des maths. De toute façon, la musique, c'est avant tout des croches, des doubles croches, c'est des subdivisions quelque part, c'est des mesures aussi. Il y a un côté comme ça. Oui, on l'a vu hier soir. On vient de finir avec Star 80 le Paris-Bercy qui s'appelle maintenant l'Accor Arena, voilà, je vais y arriver, c'est l'Accor Arena, et c'est vrai que hier soir on avait un petit problème de séquence à un moment donné, qui était un peu décalé, mais pourquoi? Parce que c'est des maths, on était décalé d'une croche, et une croche c'est le quart d'un temps. Voilà, et nous on va prendre le temps de se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 16 mars 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Madère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Madère, à l'occasion de la sortie de ce livre autobiographique, On connaît ma chanson, de Macumba à Star 80, toute une vie en musique chez Priva. Effectivement, la musique a occupé votre vie, et il y a une date que j'ai repérée, qui est aussi très intéressante, le 16 mars 1983. C'est votre première chanson à l'occasion de votre première télé. Faux coupable. Faux coupable, la vie à plein temps, une émission diffusée uniquement dans une région de France. Et vous êtes là tout timide sur ce plateau en évoquant votre début de parcours et en se disant mais les radios libres m'ont beaucoup aidé. C'est vrai, oui, mais c'est le début de l'ouverture des ondes. Après l'alternance politique, c'est Mitterrand qui ouvre. Et tout d'un coup, toutes ces radios ont besoin de nouveaux visages. Et j'en fais partie un petit peu. Pas comme Jean-Jacques Goldman, pas comme Axel Bauer, mais j'ai mes premières 5 minutes de gloire avec ce titre Faux coupable, qui est un hommage appuyé à Alfred Hitchcock. Oui. Et c'est une sorte de chanson qui préfigure d'ailleurs un peu disparu, puisque c'est une sorte d'enquête où je me fais enlever. Enfin, déjà on sent que mon terrain va être un peu vers ces paroles un peu particulières. Le décor de cette émission, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est un mur. Vous chantez devant un mur. Je chante devant un mur, absolument. Alors, cette chanson, Faux coupable, est née d'une rencontre avec Richard Seff, grâce à sa femme, Jean-Pierre Madère. Exactement. Je vendais le mercredi après-midi. Évidemment, j'étais musicien dans un petit orchestre de bal, mais pour compléter un peu, parce que c'était pas, je vivais tout seul à cette époque. À ce moment-là, c'est vrai que j'allais à côté vendre des disques. J'étais disquaire le mercredi après-midi. Il y avait une très très jolie femme dans le magasin d'à côté, une sorte de Diana Rigg que je regardais évidemment. Et un jour, je l'ai abordée. Et je suis rentré dans ce magasin et elle m'a dit, mon mari est musicien. Ah bon, vous êtes marié? Bon, oui, c'est la vie. Et elle me dit, voilà, il s'appelle Richard Seff. J'ai dit, Richard Seff, celui qui a écrit les plus belles chansons de Gérard Lenormand et Mike Brandt. Elle m'a dit, oui, absolument. Dites-lui que je suis à côté, s'il veut passer un jour. Et dans le magasin d'à côté, un jour est rentré Richard Seff et lui aussi, il avait envie de se réinventer quelque part. Et je lui ai fait écouter tous ces disques un peu nouveaux, Police, les Clash, les Buggles, tous les tubes un peu new wave. Et c'est vrai que lui qui était très chanson française, grâce à moi, je pense, on peut le dire, a redécouvert un peu la musique qui se faisait outre-Atlantique et a eu envie de se dire, mais pourquoi, après tout, j'essaierai pas, moi aussi, de composer des choses dans cet esprit? Et il m'a demandé, mais vous faites de la musique? Et je dis, absolument. Je suis bassiste, je joue tous les week-ends. Il m'a dit, ça serait bien qu'on se voit et qu'on essaye peut-être de faire quelque chose ensemble. Et allez savoir, Jean-Pierre, peut-être on va trouver des mélodies, des choses intéressantes. Et je savais pas que ça allait être la rencontre qui allait tout fédérer. Oui, une rencontre importante. Il vous a beaucoup appris, Richard Seff. Ah ben oui, parce que il avait tout le savoir-faire des années 70. Tout d'un coup, il était passé un peu de mode lui aussi. Il avait vécu
tous les grands succès de Gérard Lenormand, C'est ma prière pour May Brandt, quelques titres pour Claude François. Et il était un peu à la recherche d'une nouvelle idée. Il était très jeune, il n'avait que 30 ans, et c'est très jeune dans ce métier aussi. Comment se réinventer, comment se renouveler? Et je connaîtrai ce problème, moi, 10 ans plus tard. Bien sûr. Alors, il se trouve que votre premier gala, c'est au Liban, à Beyrouth, dans une ville en guerre, et ça vous a surpris, Jean-Pierre Madère? Oui, parce qu'on était partis un peu la fleur au fusil, tous les copains, j'avais été engagé, j'étais content. C'était 3 semaines pour jouer dans un casino. J'accompagnais Pascal Danel, Les neiges du Kilimandjaro, La plage romantique. J'avais passé l'audition, il m'avait trouvé très bien. D'ailleurs, il en parle souvent, il dit, dans mon groupe, j'ai eu Laurent Voulzy et Jean-Pierre Madère. Et c'est vrai, j'étais bassiste. Et quand on est arrivé là-bas, c'était pendant la guerre, et tout d'un coup, c'était un peu flippant de voir tout cet espace dévasté par les bombes. Et ces gens qui avaient mis des guirlandes de Noël, c'était pendant les fêtes de Noël, et ils avaient décoré ces ruines avec ce qu'ils avaient trouvé. Et on avait fait ce chemin jusqu'à Jounier, un casino, où là, il y avait la richesse, les call girls, les Émirats arabes, une vie cachée un peu, vous voyez, avec la religion. Et tous les soirs, on jouait dans ce casino. Et on faisait ça le comble tous les soirs. On avait un succès immense, si bien que Pascal m'avait dit, écoute, tu as l'air de plaire aux Libanaises, il faudrait que tu me chantes un rock. Et j'avais improvisé un Johnny B. Good en yaourt, voilà. Il se trouve que ce casino est l'un des rares casinos du Moyen-Orient, et le bénéfice quotidien, je me suis un peu renseigné un jour, parce que je suis allé faire un spectacle là-bas, c'est 800 000 euros par jour. Ah, quand même. Et ça permet de financer beaucoup de choses au Liban. Voilà. D'où Pascal Danet. Alors, il se trouve aussi que ça vous a rappelé un film qui est Voyage au bout de l'enfer. Oui, parce que il y avait un cinéma, et donc les après-midi, au bout quand même, il y avait beaucoup de bruit de bombes au loin, et donc je l'ai vu 3-4 fois là-bas. Et donc quand on voit ce film incroyable au milieu de cette guerre en suspens, qui s'arrête, qui reprend, avec des gens qui sont habitués à la vivre tous les jours, qui vont faire des courses, qui vivent en famille, etc. D'un coup, ça m'a vraiment marqué. Je me suis rendu compte de la chance que l'on avait, à ce moment-là, de vivre en France aussi paisiblement. Et Robert De Niro a été très marqué par ce film, parce que les coups, il les a vraiment reçus. Il a dit que c'est le tournage le plus difficile de sa carrière. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Alors, la chanson pour vous, Jean-Pierre Madère, ça a commencé dans la cour de récréation du lycée. Absolument. Avec 2 copains. Avec 2 copains, mais voilà, appartenir à une bande, refaire le monde, voilà, ne plus avoir d'heure, essayer de veiller le soir, écouter la radio. Je crois que c'est la radio, moi, qui m'a le plus influencé. J'écoutais beaucoup Michel Ancelot à l'époque sur Europe 1. Et puis aussi Sud Radio, je crois. Et Sud Radio beaucoup, puis c'est la radio de ma région. Et j'avais un petit cahier, j'écoutais le hit parade de Franck. Oui. Et là, tous les soirs, je marquais, je disais, maman, attends, les Beatles sont baissés, tiens, il y a David Alexander Winter qui est numéro 1 avec Oh Lady Mary. Ah tiens, il y a les Turtles qui remontent. Et je trouve que ce petit cahier, d'aimer autant la radio, ce haut-parleur, il est magique. Parce que pour un musicien, la première fois où je me suis entendu à la radio, je crois que c'est comme quand un gamin, il voit la première fois la mer. Pour moi, ça y est. J'avais réussi quelque chose. Après, c'est aller plus loin. Bien sûr que c'est important, mais pas tant que ça. Ce qui a été important, c'est cette première écoute, la première fois. Voilà. Et il se trouve ensuite qu'on vous a proposé d'aller dans un orchestre, parce que vous aviez appris la basse, qui s'appelait les Gaulois. Les Gaulois. Alors ça, j'en parle souvent avec quelqu'un quand même qui a fait un chemin incroyable et que j'aime beaucoup, c'est Francis Cabrel. Puisque Francis Cabrel a joué dans cet orchestre aussi. Et donc, il n'y a pas longtemps, on en a parlé, puisque j'ai tourné dans son dernier clip. Qui est un hommage appuyé à la ville de Toulouse et à tous les troubadours et à travers Claude Sicre, qui est un personnage un peu atypique, qui a inventé les repas de quartier. Et c'est vrai qu'avec Francis, lui, il a vécu différemment le bal, parce qu'il était magasinier, il travaillait, il était fiancé, bon. Ouais, il avait ses chansons écrites dans un magasin de chaussures entre les boîtes. Oui, c'est vrai. Oui. Non, il était magasinier dans un magasin de chaussures. Et moi, j'étais le jeune étudiant un peu insouciant. On avait 2-3 ans de différence. Et à l'époque, ça faisait beaucoup. Donc, tout d'un coup, c'était un grand pour moi, Francis. Oui. Et il se trouve que pour entrer dans cet orchestre, vous avez passé une audition, Jean-Pierre Madère, sur cette chanson. Pierre Groscola, j'adore. Un maître. Pour moi, c'est un maître. On l'entend. Je ne l'ai jamais reçu dans les clés d'une vie, on l'entend pas assez. C'est dommage. Moi, je comprends pas. C'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup influencé. Je dirais, allez, dans la trilogie madérienne, il y a évidemment Alain Chamfort.
Il y a William Sheller, mais bon, c'est trop particulier au piano. C'est Eric Satie, William Sheller. Et après, il y a Pierre Groscola. Parce que Pierre Groscola, c'est quelqu'un qui... Quand on pense à Laurent Voulzy, à la carrière qu'il a eue, Pierre aurait pu... voilà, pour moi, c'est ce niveau-là. C'est quelqu'un que j'ai bien connu, que chaque fois que je le vois, je l'aide, voilà. J'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de lui dire, allez Pierre, il faut... Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'un peu atypique, de très timide, de renfermer un peu sur lui-même, et c'est dommage. Oui, c'est bien. Moi, la dernière fois que je l'ai interviewé, c'est en 1974, vous voyez. Ah oui. Ça remonte à loin. Alors, il se trouve aussi que vous allez connaître, Jean-Pierre Madère, les galères des musiciens avec la vieille voiture, les balles. C'était très particulier. Oui, mais c'est la vraie France. Moi, je suis content parce que, vous voyez, hier soir, j'étais à Bercy, je peux très bien parler avec le patron d'Havas, mais je peux très bien parler avec quelqu'un qui a un petit comité des fêtes et qui va organiser sa fête annuelle, qui va mettre tout son cœur là-dedans. Et le bal, ça m'a appris ça. Et vous étiez musicien à l'époque, mais vous devenez chanteur et la première chanson que vous interprétez, c'est celle-ci. Soldat, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Waouh. Soldat, ne tirez pas, je vais vous expliquer. C'est en chant de Gérard Lenormand, Gérard écrit Lenormand. par Maurice Vidalin. Oui, Vidalin, exactement. Qui était préfet de Paris, je crois. Non, ça c'est Louis Hamad. Ah, c'est Louis Vidalin, Hamad, c'était voilà. le copain de Beko qui Exact. débutait au cabaret à Auteuil avec lui. Exact. Et ben franchement, oui, c'est la première chanson. Voilà. Ça, Francis le chantait. Il a fallu à un moment donné remplacer Francis Cabrel. Oui. Et on m'a donné tous les Gérard Lenormand. Il y avait celui-là. Et donc, un dimanche après-midi, je me suis avancé et j'ai chanté « Soldat ne tirez pas ». Et ça a commencé et ça a continué. Et on va évoquer une date qui n'a rien à voir avec vous, mais quand même qui a un lien. C'est le 3 février 1949. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Madère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Jean-Pierre Madère. Ce livre, On connaît ma chanson, de Macumba à Star 80 chez Priva, que je vous recommande parce que si vous connaissez Jean-Pierre Madère et ses chansons, vous en apprenez encore plus, comme nous aujourd'hui, avec les clés d'une vie. Alors, 3 février 1949. Pourquoi je parle de cette date? Parce que c'est la sortie d'un film qui s'appelle L'île au complot. Un film où l'agent fédéral Rigby se rend sur une île quelque part en Amérique centrale pour briser un racket de moteur d'avion. Et puis c'est en voyant ce film que vous avez eu le déclic pour une chanson. Exactement, c'est vrai. Bravo. Et dans ce film, il y a Ava Gardner. Ah oui, alors elle est sublime et voilà. Quand on a démarré la chanson avec Richard, on ne pensait qu'à Ava Gardner et on se disait où c'est qu'on la situe, qu'est-ce qu'elle peut faire, voilà. Alors, Ava Gardner, il faut savoir qu'elle a vécu une romance fabuleuse avec Frank Sinatra. Oui. Et elle ne s'en est jamais remise, à tel point que le soir, à 3h du matin, elle buvait du whisky en écoutant les chansons de Sinatra et en l'insultant parce qu'il chantait faux. Ah, Alors, vous ne chantez pas elle faux. a de l'oreille alors. Parce qu'il chante drôlement bien. Hein. Alors, si je parle de l'île au complot et vous ne chantez pas faux, c'est parce que c'est l'origine de cette chanson. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous Alors ça, on danse tous les soirs encore aujourd'hui avec cette chanson, c'est incroyable. C'est fou parce que voilà, quand une chanson c'est un petit bout de sa vie, on a créé ça avec Richard dans un taxi. On partait, on revenait après le succès de Disparu. Richard me dit mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et Richard encore a cette idée, il me dit mais tu avais fait un début de chanson pour Philippe Laville. Tu te souviens pas de ce truc? Voyons, chante-moi-le un peu. Alors je lui chante dans le taxi comme un peu, je me souvenais vaguement. Et je lui dis, tu vois, ça serait bien. Il me dit, ça serait bien que cette fille, tu sais, comme Ava Gardner, dont on a vu le film, elle serait dans une île, là, elle cherche le bon client, elle veut aller, c'est une migrante, tu vois, elle veut un monde meilleur. Et je lui dis, ah oui, elle serait dans un club. Je lui dis, elle serait au Mocambo, ou au César Palace, tu vois. Il me dit, non. Au Macumba, elle danse tous les soirs. Ouais, c'est lui qui a trouvé ça. C'est fou, hein, c'est parti là-dessus. Oui. Et Et le lendemain, on rentre à Toulouse, je prends la guitare, lui aussi. On a deux textes complètement différents. Moi, le mien était plus obscur. Je me souviens qu'elle se faisait graver les prénoms de soi-disant des enfants qu'elle n'aurait jamais. Enfin, il m'a dit, oula, ça, on va peut-être le mettre de côté. J'aimais bien Richard, quand il y avait des idées comme ça. Ça, on va le mettre de côté. On verra un peu plus tard, Jean-Pierre. je crois que la chanson a été enregistrée en Italie, à Rimini. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on a enregistré à Paris et à Toulouse, bien sûr, au studio Condorcet, mythique. Et je me suis pris un peu au sérieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai convoqué tous les cuivres. Je me suis pris un peu pour Quincy Jones. Et mon producteur, en écoutant cette espèce de salsa avec ses cuivres, m'a dit...
Il me semble que je préférais ton petit brouillon, là, avec tes petits doigts, là, tes petits synthés. Ça fait musique de vieux. Je dis, comment une musique de vieux? Avec tous les meilleurs cuivres de Paris, comment c'est possible et tout. Et ce qu'il y a eu de formidable, c'est que Françoise Hardy, qui était dans cette maison de disques dans les couloirs, a dit à Alain Puglia, qui était le patron de cette maison de disques, il faut qu'il aille remixer, c'est pas bien, il faut qu'il aille remixer à Londres, comme Étienne Dao, comme toute la nouvelle vague. Et là, j'ai eu cet instant, pour une fois, de créativité forte. J'ai dit, écoute, si tout le monde va à Londres, il faut pas aller à Londres. Je suis en train d'acheter beaucoup de disques en ce moment de la New Wave italienne. Il faut aller en Italie, il faut aller à Rimini, c'est là où ça se passe. Ils sont en train d'envahir l'Europe de leur son et de leur rythme. On va partir en Italie. Il a trouvé l'idée géniale. Et 2 jours après, j'étais à Rimini sur l'Adriatique avec tous ces gens qui ont fait des tubes internationaux. Et Rimini, qui est la ville de Fellini, Oui. et il y a aujourd'hui un musée Fellini à Oui, Rimini qui est très absolument. visité par le monde entier. Alors, la chanson sort, vous faites une émission de télé Cocorico Boy, et là Oui. c'est parti. Oui, parce que déjà les filles, qui étaient super jolies, très belles déjà, dès qu'elles ont entendu la chanson, ah ouais, c'est bien ça. Alors je sortais d'un cercueil, ça c'était les idées à Colaro, et au milieu des filles, je chantais Macumba. Et dès le lendemain, parce que c'était diffusé en direct, hein, dès le lendemain, toutes les radios l'ont joué. Et je tournais le poste et je l'entendais peut-être 5-6 fois à la radio. Et même, il y a eu 40 versions étrangères, je crois. Oui, alors ça, c'est Henri Bellolo. Henri Bellolo, c'est le papa des Village People. C'est l'un des Français qui a réussi dans la période du disco aux États-Unis avec Jacques Morali. Un jour, à la sortie d'Europe 1, il vient me voir et me dit, écoutez, je viens d'écouter l'émission que vous avez faite. J'adore votre chanson. Je pense qu'elle a un potentiel international. Souhaitez-vous que je devienne votre éditeur mondial, mon sous-éditeur mondial? Et donc, à l'époque, il me dit, vous me connaissez? Je dis, mais monsieur Bellolo, qui était vraiment quelqu'un que j'adorais, parce que on lui doit aussi Patrick Juvet, on lui doit les Ritchie Family, et surtout les Village People. C'est peut-être 60 millions de disques vendus. Et donc, du coup, il y a eu une version espagnole qui a marché assez rapidement, et qui a envahi après toute l'Amérique du Sud. Et on doit avoir une 40aine de versions aujourd'hui. Oui, et vous avez un jour entendu la chanson à Buenos Aires, 20 ans plus tard. Exactement. J'étais en voyage avec mon joli guide qui s'appelle Nathalie. Et franchement, on était dans un taxi et on a entendu un groupe local, sorte de cumbia. C'était ce fameux Macumba. Alors c'est Macumba, la reina del lugar. Voilà, c'est la reina del lugar là-bas. Ouais, on peut l'admettre. Alors, Macumba est arrivé, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Madère, il y a une chanson qui est devenue un succès juste avant. Disparu, tu as disparu, au coin de ta... Alors ça, c'est le premier succès, et elle Oui. va beaucoup au cinéma, cette chanson, Jean-Pierre Madère. Et encore une fois, la chance aussi, puis le talent de savoir aussi, voilà, prendre l'air du temps. On va voir le film de Costa Gavras. J'avais la musique, hein, complète comme on l'entend là. Le brouillon était assez similaire à ce qu'on a enregistré. Et je chantais Hit and Run. Bon, 1, 2, 3. Et tout d'un coup, Richard, qui était plus texte que moi, il me dit « Fille perdue ». Ah, fille perdue, c'est pas terrible tout ça. Bon, bref. Et on va voir Portée disparue de Costa Gavras. Et là, en sortant du cinéma, encore lui, hein, s'il n'y a pas Richard, on est mal. Il me chante à l'oreille « Disparu, tu as 10 ». Et tout d'un coup, ça y est, le film qu'on venait de voir, cet enlèvement en Argentine, qui peut marcher sur 2 niveaux, une histoire d'amour, mais aussi quelque chose qui se passe sur le règne de Pinochet, les Ford Falcon qui enlevaient les gens, etc. Et qui rimait avec les hommes, parce que on s'est dit, mais avec quoi on va faire rimer Ford Falcon, qui était la voiture des milices secrètes qui enlevaient les gens politiquement. Ils arrivaient en Ford Falcon. Et Falcon, tout d'un coup, on a eu l'idée de 2 hommes. Alors, il se trouve que cette chanson, personne n'en voulait au départ, Jean-Pierre Madère. Alors personne, ça c'est voilà, quand on parle des Jude et des tubes, c'est exactement ça. On a fait le tour de toutes les maisons de disques, personne n'en voulait. C'est bien, c'est un peu un télo, c'est un peu noir, c'est un peu ceci, c'est blanc. Et puis il y a eu l'idée de me dire, j'adorais Africa de Rose Laurence, qui était vraiment une amie. J'adorais Le coup de folie de Thierry Pastor. Et j'avais l'idée de me dire qu'un petit label, peut-être c'était mieux pour moi. Et à l'arraché, j'ai réussi d'avoir un rendez-vous de dernière minute avec Flarenache, qu'un label qui a disparu aujourd'hui,
qui faisait ce genre de musique. Et tout de suite, Le PDG a écouté, il n'a pas fini la chanson. J'ai dit, bon, on a pris le bide. Il m'a rendu la cassette et il m'appelait Jeune homme. Jeune homme. J'ai dit, mais il y a d'autres titres, monsieur, après. Jeune homme, c'est pas le moment d'écouter le reste. Je vous envoie le contrat de Rose Laurence. Si ça vous va, on va être numéro 1 des clubs cet été. Et il avait raison. À l'été 84, avec Jeanne Masse, qui cartonnait aussi, disparu, devenu un vrai numéro 1 de club. et vous avez même entendu la chanson siffler dans la rue. Oui, ça, c'est le premier sentiment qu'on entend, je pense, un peintre. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que en passant à Toulouse, justement, pas loin de la place du Salin, c'était rue du Languedoc. Je le revois encore parce que c'est des souvenirs forts, hein, dans une vie d'un musicien. J'entends disparu. Je dis, c'est dingue. Et c'est ce que disait Piaf. Elle disait, une chanson est connue quand le petit télégraphiste la siffle dans la rue. Là, c'est le télégraphiste. Voilà. Moi, c'est le peintre. Alors, il se trouve que, bon, même, ça change votre vie. À la banque, on vous parle autrement. Ah oui, parce qu'au début, souvent, j'avais du mal. J'étais un peu à découvert. Et la réflexion, c'était, d'accord, vous faites de la musique, monsieur Madère, mais votre métier, c'est quoi ? Oui. Et donc, l'année d'après, le 5 janvier, tous les auteurs-compositeurs attendent la SACEM, hein, de Jean-Jacques Goldman à Jean-Jacques Debout, hein, ça c'est sûr. Hein. Et donc, du coup, je reçois un chèque, et avec ma première épouse, je suis content. Parce que je me dis, tiens, je vais pouvoir aller vivoter pendant 1 an, jusqu'au moment où elle me fait remarquer qu'il y a un 0 de plus. Voilà. Et ça, c'est drôle, parce que j'étais aussi content sans le 0, en fait. Et c'est ça qui est magique dans nos métiers, de se dire que 0, c'est mieux quand même d'avoir de plus, un 0 de plus. Mais ça me suffisait. Et donc, le lendemain, il a fallu aller porter le chèque à la banque. Et là, j'ai savouré ce moment comme jamais on le savoure. J'ai bien fait la queue, tranquille, et j'ai posé le chèque sur le comptoir, et il y avait une jolie somme, quoi. Et du coup, le même banquier qui me disait, mais quel métier vous faites, monsieur Madère ? Est-ce que vous voulez voir un conseiller ? J'ai dit, non, mettez-moi ça sur le compte, j'ai d'autres projets. Alors, il se trouve que musicalement aussi, vous avez eu d'autres projets. La chanson a un peu moins marché. Oui. Et vous êtes devenu directeur artistique d'une chanteuse et vous avez eu un succès avec cette chanson. Parler d'amour, pas de CN caché au lendemain des rêves. Ute Lamper et Armengo. Ouh là là. Ute, c'était vraiment quelqu'un que j'avais rencontré par mon manager. On était relativement copains au départ. Et elle voulait faire un album en français, pour ses amis français. Oui, car elle parlait très bien français. Elle parlait très bien français. Elle parle évidemment, elle est allemande. Hein. Elle est de Münster. Elle est bien sûr très connue dans le monde anglo-saxon. C'est la plus grande chanteuse de Kurzweil qu'il y a au monde. Et elle a fait pendant très très longtemps la comédie musicale Chicago. Elle est restée 8 ans à l'affiche à New York. Elle est partie s'installer à New York après. C'est Elle vit aujourd'hui à New York. Elle vit à New York, voilà. Elle s'occupe de journalisme et de peinture. Absolument. C'est une sorte de Marlène Dietrich, on va dire, du monde d'aujourd'hui. Et quand on a démarré son album, chez Polydor, je l'ai amenée chez Polydor et elle a séduit, c'est une séductrice, elle a séduit tout le monde et on est parti sur cette idée d'un premier album qu'on a enregistré ensemble à Norvège avec le pianiste de Ray Charles. Tout d'un coup, là, j'ai besoin de me réinventer, je sens que le succès, je suis passé de mode. Les filles qui m'attendaient devant la porte ne m'attendent plus, elles attendent MC Solar ou les boys bands, on sent que la musique a changé. Je suis relégué un peu, oui, Jean-Pierre, on l'aime bien, il est sympa, mais c'est un peu années 80. Voilà, maintenant, ça l'est jamais assez, mais à l'époque, ça l'était trop, quoi. Et du coup, Ute me permet de changer mon vocabulaire musical, d'écrire des cordes, de redevenir un peu... et le téléphone ressonne tout d'un coup. C'est ça qui est magique, parce que le succès de cet album, qui a relativement bien marché en France, mais surtout a marché en Allemagne, sous le nom de French Album. Parce qu'elle chante en français. Et donc, du coup, on est arrivé vraiment à avoir un très très beau score à l'étranger qui m'a permis, d'avoir un téléphone qui ne sonnait plus pendant 2 ans chez moi à Toulouse, à ressonner tout d'un coup. Et il y avait Armengo aussi. Alors, c'est ça, parce que quand on a démarré, j'ai senti que musicalement, j'avais besoin de quelqu'un de beaucoup plus jazzy que moi. Donc, généralement, moi, j'ai démarré un peu les titres et lui, il les complétait formidablement bien avec une culture harmonique que je n'ai pas vraiment parce que
que lui vient vraiment d'une musique assez jazz. Moi, je viens vraiment de la pop. Alors, on va pas rentrer dans la technique, mais voilà, c'est des majeurs mineurs. Lui, c'est plutôt des septièmes diminués, etc. Et on est arrivé à trouver un climat en mélangeant ces deux univers qui lui allaient comme un gant. Et je crois que cet album est très réussi. Et on fait un petit coucou à Art Mengo qui, avec notre ami Yvan Cujius, s'occupe Oui, aujourd'hui c'est du vrai. groupe Toulouse Contour. Toulouse Contour, il tourne et c'est formidable qu'il puisse faire ça et continuer. Michel, je l'encourage. Il vient me voir à Biarritz souvent. Ouais, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Eh ben, nous, on aime beaucoup notre conversation. En tout cas, je suis sûr que les auditrices et les auditeurs l'apprécient. Donc, on va continuer avec une autre date, le 12 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Madère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Pierre Madère. On a évoqué vos débuts, votre succès, bien sûr Macumba, bien sûr Hotel Amper. Et tout ça est dans ce livre. On connaît ma chanson de Macumba à Star 80, toute une vie en musique chez Priva. Il est sorti le 12 octobre 2023. Alors, je sais que vous avez hésité à écrire ce livre, Jean-Pierre Madère. Oui, ça me gênait un peu. Je trouvais ça prétentieux. Oui. Alors, on a trouvé un système qui est vraiment bien. L'éditeur, un jour, est arrivé avec à peu près 80 pages que je trouvais très très bonnes. Et je lui dis, mais c'est bien, c'est Pascal Alquier avec qui tu travailles qui a écrit ça. Il me dit, non, on a compilé plein d'interviews que tu as fait et on l'a mis en forme. Et tout, et je me suis rendu compte qu'on pouvait à ce moment-là peut-être poursuivre. Le projet est devenu cohérent à ce moment-là, parce que je trouvais que d'abord c'était un récit un peu socio-historique, ça parlait pas que de moi, ça parlait d'une époque, c'est la fin des années 70, le début des années 80, le Palace à Paris, et puis surtout c'est l'histoire de quoi, de quelqu'un de province, qui vient d'un milieu, voilà, qui est pas très aisé, qui n'a rien à voir avec la musique et qui va de fil en aiguille de l'école en massacrant un peu les morceaux des Beatles jusqu'à devenir bassiste dans un orchestre, qui va gravir comme ça et qui va suivre l'histoire un peu de la musique en France. Et je pense que ça peut être utile à des jeunes musiciens qui aujourd'hui sont un peu perdus dans ce magma du streaming, de choses comme ça. C'est vraiment le reflet, voilà, d'une époque où tout pouvait être possible encore. Et aujourd'hui, je l'espère pour cette nouvelle génération aussi, bien sûr. Et c'était beaucoup plus difficile qu'on l'imagine parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On allait en province, on ne savait pas où aller, on ne connaissait personne. On connaissait personne et surtout, il fallait passer par le studio d'enregistrement qui coûtait très cher à l'époque. Là, ça s'est démocratisé aujourd'hui avec des ordinateurs, avec des cartes son, avec voilà, des choses plus faciles pour enregistrer. Mais à l'époque, c'était vraiment un parcours du combattant. Et ce livre parle de ça avant tout, parle aussi de tous ces musiciens de province, voilà, d'une époque, de la liberté sexuelle, des premières drogues aussi, qui font leur apparition dès la fin des années 70. Et voilà, je crois que ce qui m'a plu, c'est la dimension socio-historique. Voilà. Et en même temps, vous évoquez des chanteurs très connus. Et le premier que vous avez rencontré, c'est celui-ci. Christophe, que vous avez connu tout jeune, Oui. par votre père, je crois. Exactement, on était dans un hôtel à la Golfe-Juan. Et là, quelqu'un arrive une belle voiture de sport. Je suis pas très doué en voiture, je sais pas ce que ça serait, mais c'est une très belle voiture et je vois sortir. On me dit, mais c'est Christophe le chanteur avec un copain. Il venait boire l'apéritif dans ce petit hôtel. Là, un Ricard tranquille. Et je le savais pas encore, mais quelques années plus tard, on allait passer quelques jours ensemble. Il est venu me voir dans un premier temps à Toulouse. Ça a été d'ailleurs assez épique. Un soir, j'entends sonner à ma porte. Je vis dans un quartier près de Saint-Cernin. Et dans une voiture, là aussi, qu'il avait louée, une Maserati, enfin, un truc décapotable. Tous les voisins regardaient à la fenêtre. Il m'amène voir jouer des gens au boule. Il voulait aller jouer au boule. Il me dit, mais on parie pas de l'argent, là, à Toulouse? Je dis, non, c'est des papilles, tout ça. Et il y avait un club de jazz à côté. Et on est allé voir un concert de jazz. Et il était 2h du matin. Je me demandais ce que j'allais faire avec Christophe. Il me dit, c'est loin, Montpellier? Je dis, non, tu prends la route, c'est à 2h. Allez, je m'en vais, je t'embrasse. Et en t-shirt, il est parti en décapotable. Il était 2h du matin. Il a dû arriver à 5-6h du matin à Montpellier. Oui, et il a eu beaucoup de voitures, toutes les voitures possibles et imaginables, jusqu'au jour où le nombre de points
besoins étant Oui. bien supérieur à celui du retraite permis, il a renoncé à tout. Il a renoncé. Mais on a passé de bons moments ensemble parce que ils m'ont fait c'est un vrai privilège. J'ai travaillé sur une chanson qui s'appelle Comme un interdit avec lui pour la rendre plus radiophonique avec Francis Dreyfus qui a été longtemps son mentor. Et ça, j'étais à Ferber avec lui pendant 2-3 jours. Et à un moment donné, il m'a demandé quel était son album préféré. C'est vrai que j'adore Le Beau Bizarre, qui est un album où il y a tout Bachung, il y a toute cette nouvelle vague française. Et il a demandé à Eudeline, qui est voilà, l'ingénieur du son mythique de Ferber, il a sorti le disque, il l'a mis, et comme on était en boîte de nuit, par-dessus sa voix, il m'a rechanté tout l'album. C'est incroyable, ça. Ça, voilà, ça... Il y a aussi une chose qui a compté dans votre formation, et vous en parlez beaucoup dans ce livre, Jean-Pierre Madère, c'est l'apprentissage de l'anglais. Oui. Ça, vous l'avez appris par les musiciens, par les Gaulois, Ben paradoxalement. Oui, paradoxalement, on apprend, voilà, en travaillant. Mais qu'est-ce qu'il raconte au fait? Et c'est vrai qu'en chantant des chansons anglaises, et c'est vrai qu'on apprend l'anglais en fin de compte. Et il y a une chanson anglaise qui vous a marqué. Nights in white satin, never reaching the end. Les Moody Blues. Ah, magnifique ça. Alors cette chanson, il se trouve que Justin Howard l'a écrite Oui. parce qu'il venait de rompre avec une jeune femme qui lui a offert des draps en satin blanc. Exactement. Et là, en ce moment, ils ont une synchro somptueuse, La Prend un Parfum. Et c'est fou parce que ce groupe, ça a été l'un de mes premiers concerts. À Paris. Oui, je les ai vus à la salle Pleyel. Maman m'avait laissé partir. J'avais pris le train de nuit, à l'époque il y avait des couchettes. Et j'étais arrivé à Paris et j'avais vu les Moody Blues à la salle Pleyel. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, ce qui est jeune pour partir tout seul. Et c'est un groupe que j'ai adoré, évidemment. Et cette chanson, reprise aussi dans cet extra un peu par Léo Ferré, Oui. quand il dit un Moody Blues qui chante des limites de satin. Et ça, voilà, ça fait partie de toute ma culture, de mon ADN. Et votre culture musicale à Paris, vous l'avez également faite parce que vous habitiez juste à côté du Palace à la grande époque. Eh oui, c'est mon producteur, il m'a dit je t'ai trouvé un petit hôtel. C'est vrai qu'il était pas terrible, mais il avait pas vu que c'était Cité Bergère, un tout petit hôtel, mais qui devait valoir, aller aujourd'hui, l'équivalent de 40 €. Oui. Il m'avait pris ça avant que ça marche. Et en fait, tous les soirs, j'étais au Palace et j'écoutais tout ce qui sortait et je parlais avec Pacadis, avec tous les gens et j'ai rencontré les frères Sirkis là-bas à cette époque. Voilà. Il se trouve que Pacadis, c'était un journaliste de Libération. De Libération, pardon, oui, qui était... un peu fou, c'est-à-dire qu'il vivait dans le luxe C'est ça. tous les soirs et il habitait une chambre de bonne à Oui, 200 francs par mois. c'était un flambeur, Voilà. quoi. Comme on appelle les beaux magnifiques. Quoi. Exactement. Et quelqu'un qui vous a marqué aussi parce que les rencontres ont été très importantes, c'est Jean-Jacques Goldman. Car vous l'avez vu monter en puissance. Oui, parce que avec Faux Coupable, j'ai démarré des plateaux avec Jacques Bancarel. C'était un producteur qui était spécialisé dans les premiers plateaux FM. Et dans ces plateaux, il y avait beaucoup d'artistes à devenir et ce Jean-Jacques Goldman, très sympa, on parlait de Bonnet M, parce qu'il quand même, il est très large dans ses goûts musicaux, d'ACDC, surtout de Statu Quo, qui était son groupe préféré. Et pendant l'histoire, pendant le temps de 2-3 mois, moi j'avais Faux Coupable, bon, qui stagnait un peu, et j'ai vu l'ascension d'Il suffira d'un signe, et j'ai vu l'hystérie naître dans les salles dès qu'il apparaissait avec sa petite cravate noire et sa chemise blanche, et j'ai vu Jean-Jacques devenir Goldman. Mais comment on l'explique justement ce succès? Moi un jour il m'a expliqué ce que c'était beaucoup de travail une chanson, des mois et des mois, mais c'est quand même un phénomène unique. Oui, il a incarné, je crois, une génération physiquement d'abord. Il était très beau, il avait une très très belle allure. Et puis les valeurs qu'il revendiquait, je crois, c'est les valeurs qu'on avait envie à l'époque, en tout cas d'entendre de la part d'un chanteur. On quittait un peu le Strass des années 70, un peu le whisky, tout ça. Et on avait affaire à quelqu'un qui peut-être ressemblait j'ai envie de dire alors le chanteur citoyen, mais c'est un peu ça. Jean-Jacques a incarné pour moi une nouvelle figure, une nouvelle façon de vivre aussi, parce que il vivait pas dans le luxe, il avait pas de bagnole de course. Tout d'un coup, c'était vraiment un exemple qui, je crois,
nous a permis tous de garder la tête sur les épaules. Je pense qu'il a été plus important qu'on le croit. Oui, moi je me souviens d'un jour où je suis allé interviewer à côté de Marseille. On pouvait déjeuner au tennis ou au golf. Le golf était meilleur que le tennis, mais il allait au tennis parce que si le patron du tennis apprenait qu'il allait au golf, il était puni de cours pendant 3 semaines. Ah, ça, c'est Et il l'acceptait. Et c'était à plan de cul que je suppose. Exactement. Ouais, exactement. Alors, revenons à Star 80, parce que finalement, aujourd'hui, Star 80 vous a permis de revenir au premier plan. Et tout a commencé, je crois, avec le Tour de France féminin. Oui, ça a été la première fois où le téléphone ressonne pour ces fameuses années 80. Et c'est marrant parce que c'est une société de relations publiques qui me dit, voilà, on a Rose Laurence qui chante Africa, Jeannie Longo est là, on veut absolument créer un couple. Et donc on a pensé à vous. Et donc je me suis retrouvé à faire les 35 premières dates du Tour de France féminin où je chantais Macumba, El Africa, et ensemble, on finissait avec Jeannie Longo. On faisait full sentimental d'Alain Souchon aux arrivées. Et c'était une prise un peu humble, mais elle a été nécessaire de revenir dans ce métier, pas par la petite porte, mais c'est une façon de... Et j'avais l'impression que, grâce à Rose aussi, qui était une femme extraordinaire, que tout pouvait repartir. Et quelques mois plus tard, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour ces fameuses années 80. Oui, et je crois qu'il y a une émission de télévision qui a été déterminante, c'est Symphonic Tour. Oui, exactement. C'est le Symphonic Show de France Télévisions, où il y a une petite anecdote, Jacques, il faut que je vous la raconte, parce que c'est Michel Sardou. Je suis avec Jimmy Somerville, on discute. J'adorais Bronski Beat, lui, on s'était rencontrés à l'époque, tout ça. Et cette émission, j'ai l'impression, barbait bien Michel Sardou, qui nous a demandé s'il pouvait passer avant nous, si on pouvait. Comme ça, il en finissait du lac du Connemara. Il me dit, il nous a fait croire qu'il avait un repas de famille important, j'en sais rien. On lui a dit oui. Mais supposons qu'on lui ait dit non. Tout d'un coup, ce qui s'est passé... le directeur des variétés qui s'appelait Karnikov, Nicolas, nous a vus seuls parce que Michel partait chanter et c'est là où il est arrivé pour nous parler, mais qu'est-ce que vous faites, tout ça, c'est super, je suis tellement fan de votre musique. Et l'agent qui nous avait trouvé la télé a eu peur peut-être qu'on le double, qu'on fasse des télés sans lui. Et du coup, il lui dit, mais Olivier, il s'appelle Olivier Keffer, mais Olivier... Ça fait des années que je te vois traîner. Mets-moi ça dans des zéniths. Et Olivier lui dit, mais tu crois que j'ai l'argent de faire ça? Débrouille-toi avec l'argent. Si tu me mets ça avec une belle programmation dans les zéniths, je veux voir Jimmy Somerville, je veux voir Madère, je veux voir Émilie Lima, je veux voir ceci, Cookie Dingler, je veux voir toutes les années 80. Tu fais toutes les émissions de la chaîne et tu fais un spécial Drucker. Débrouille-toi. On a fait le Michel Drucker. Ça marchait très moyen au début. Un jour de pluie, on a fait 6 millions de spectateurs. Et le lendemain, les 4 premières dates, en une semaine, étaient complètes. Et le Stade de France, pour la première édition, ça a été des places à 10 €. À 10 €. Voilà, parce qu'ils avaient un système, comme pour les matchs de rugby, pour faire venir du monde. On a joué devant 50 000 personnes. Et le premier Stade de France, c'était 10 € la place. Il y en a eu 3 Absolument. ensuite. Et après, il y a eu 3 ensuite. Et le plus étonnant, c'est un concert à Miami Beach, quand même. Ah, ça, c'était bien, parce qu'on a joué au Fillmore. Moi, quand je voyais Jimi Hendrix enregistrer au Fillmore, je me disais, waouh, ça doit être énorme, cette salle. Et en fait, un jour, pour la communauté française, après Johnny, après Gad Elmaleh, on est allé jouer à Miami et on a joué au Fillmore. Et juste à côté, il y a un hôtel où Paul Anka a écrit la version américaine de Comme d'habitude, My Way. Ah, ça, je C'est savais juste pas. à côté. Ah, génial. Alors, aujourd'hui, c'est un phénomène incroyable. Vous en êtes le premier surpris, je suis sûr. Oui, parce qu'on peut pas prédire faire 7 millions de tickets. Je vois pas qui peut prédire ça. Hier soir, on a joué... à l'Accor Arena, qui était à 14 000 personnes. L'année prochaine, on a 60 dates à peu près. La plupart sont déjà complètes. Donc, c'est magique parce que j'ai l'impression qu'on appartient définitivement au patrimoine festif. C'est-à-dire Macumba, Born to be Alive, c'est l'année où. C'est-à-dire on a rencontré sa femme où. Et il y a une nouvelle génération aussi qui vient. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui étaient passés. C'est ça qui est étonnant. Parce que je le vois, j'ai la chance de partager ma vie entre Toulouse et Biarritz. Et qu'est-ce que je peux nous entendre? Alors c'est des chansons festives, dans les bars, dans les cafés, dans les autotampons, voilà, c'est vraiment le patrimoine. Et c'est une note d'espoir en même Et temps. c'est une note d'espoir parce que c'est vraiment une période moins anxiogène. Et c'est la première et dernière fois pour l'instant, je dis bien pour l'instant, où on a dansé
et surtout on peut sur du français. Parce que tous ces titres-là qui étaient trop 80, maintenant sont devenus pas assez 80, et c'est tous des numéros des clubs. Les Démons de Minuit, Born to Be Alive, Macumba, etc. Phil Barnet, Sabrina. Phil Barnet, Sabrina. Voilà. Et tout ça, c'est vrai que tous les gens, c'est des refrains en français. Tout le monde chante avec nous. Et quand vous avez une salle de 14 000 qui chantent votre refrain, je peux vous dire, on se dit qu'on a réussi sa vie quand même. Alors, je précise que la tournée Star 80 avec une nouvelle mise en scène continue tout 2024 Oui. et que vous serez à l'Accor Arena de Paris le 26 mars 2024. Et oui, on a rajouté une date. Et attention, hier, j'ai appris par le producteur, par Décibel, qu'on était à 60% de remplissage déjà. Voilà, j'espère que le livre aura le même succès. Ça s'appelle On connaît ma chanson, de Macumba à Star 80 chez Priva. C'est votre vie, mais c'est aussi une leçon de vie pour les musiciens. Merci de l'avoir écrit, puis continuez comme ça, Jean-Pierre Madère. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.